Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 4 mars. J'espère que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, je pense que le marché vous donne de quoi avoir le sourire en ce lundi. Clairement, on a le BTC qui pousse très fort, hein. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo Bitcoin en feu. Et on va parler un peu de la notion de la ruée vers le BTC. Alors, c'est pas ma notion, vous allez voir, juste je relay l'info. Et d'ailleurs, en voyant ça, putain, j'ai mis un truc ici pour cacher la news parce que c'est pas mes images à chaque fois. J'ai pas le temps de faire des miniatures, etc. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur, etc. Je sais pas comment ça se passe, mais pour moi, clairement, ce qui compte, c'est le fond et pas la forme. Du coup, j'espère que j'aurai pas de soucis. Allez, on commence comme d'habitude avec la map des cryptos, et encore une fois, hein, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c'est les mêmes coins qui continuent à pousser, qui continuent à pousser. Alors là, j'ai pas été très réactif, mais je pense qu'il y a 2-3 jours, tout le monde commençait déjà à peu près à capter la tendance, et je pense que ça aurait été pas con que je pose un petit trade, même si moi, ça m'amuse de faire des trades, mais clairement, je suis pas trader. C'est clairement dangereux, c'est vraiment un jeu dangereux. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus pauvres alors qu'ils étaient riches à cause des effets de levier. Et à comparer à ces gens-là, il y a très peu de monde qui est devenu riche grâce aux effets de levier, hein. C'est vraiment un jeu qui est très dangereux de faire des trades, mais pourquoi pas avec des petites sommes, genre des 0,3%, 0,5% de son capital, pourquoi pas s'attribuer lorsqu'on a un joli patrimoine, hein, par exemple. Mais pourquoi pas s'amuser à faire des petits trades? Et je pense que sur les mêmes coins, c'était pas des trades qui étaient très compliqués à prendre. C'était pas con d'avoir réussi à timer la tendance des mêmes coins, et j'ai pas pensé à jouer ce move là, et la prochaine fois que ça arrivera, bah, clairement je le ferai. Et typiquement, moi par exemple, je vous donne un des objectifs que j'ai, mais je sais qu'en fin de bull run, je prendrais, je pense, au moins quelques dizaines de milliers de dollars, que je me dirais, ok, eux ils sont perdus, je les aide par la fenêtre. Alors, oui, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est con, mais et je jouerai les mêmes coins, parce que je pense qu'il y a des shitcoins qui vont pump à la toute fin du bull run, comme ce qu'on connaît ici, hein, mais lorsqu'on sera en fin de bull run, tout le monde aura de l'argent, tout le monde en verra toujours plus, etc. Bah, du coup, j'en ferai partie, mais et ça, c'est un moment que j'ai vécu durant le dernier bull market, mais je me dis, je sais pas, tu dispatches, on va dire, 1% de ton capital sur, je sais pas, une vingtaine de shitcoins, il en suffit que tu en touches deux ou trois qui pumpent bien, et clairement, tu es plus que rentable sur ce move. Donc je pense que moi, c'est ce que je ferais en fin de bull run, mais c'est pour ça que j'espère pas qu'on est déjà en fin de bull run, mais clairement, je ne le pense pas. BTC, on est en train de pumper, on ira voir le graphique, mais très intéressant, hein. On était autour des 60 000, 61 000 dollars. Vous vous souvenez, durant la dernière quotidienne, là, on est aux alentours des 65 000 dollars. C'est clairement, enfin, c'est hallucinant. Moi, enfin, personne n'a l'habitude de voir un BTC à ces chiffres, à ces zones de prix-là. Dans son histoire, il a été il me semble que 2 mois au-dessus de ces zones de prix-là. Donc, c'est vraiment, personne n'a l'habitude. Moi, enfin, toute ma vie dans la crypto, j'ai connu un BTC à 30K, on va dire 25K, 30K. Et là, on voit 60K. Donc, en vrai, c'est énormissime, avec des volumes qui sont encore une fois très hauts. C'est pas les plus hauts, hein, c'est pas au-dessus de 50 milliards de dollars, mais ça se trouve en fin de journée, on y sera. On va voir s'il décide de continuer à pousser à la hausse ou pas. Et Ethereum, pareil, hein, qui est en train de pricer son ETF aux alentours des 3500 dollars. Ce serait bien vraiment qu'il gagne cette zone des 3500 dollars, et que ces 3500 dollars là ne deviennent pas une résistance, mais en fait deviennent un vrai support pour ETH. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avec l'ETF ETH qui va arriver dans quelques mois, qui va arriver bientôt. Je trouve que personne n'en parle encore, hein, pour l'instant, par rapport à la grandeur de la news. Tout le monde a les yeux rivés sur BTC, et Ethereum a clairement son coup à jouer là-dedans. Du coup, voilà pour les grosses performances, bah, PP, Dogecoin, Bonk, tous les shitcoins, hein, Floki, Shiba Inu, enfin voilà, hallucinant. Tous les shitcoins sont les plus performants. On continue avec Twitter. Alors là, je suis tombé dessus ce matin. C'est une sorte d'histoire, de narrative. En fait, c'est un peu un conte de fées, mais pourquoi pas. Il faut pouvoir tout s'imaginer en vrai dans la vie. On a Bitcoin Archive qui nous a tracé une sorte de narrative, je vais le raconter. C'est en premier cas, donc on a l'émir du Qatar qui a visité El Salvador en septembre. Alors moi, je suis complètement passé à côté de la news, comme j'imagine beaucoup de monde, hein, parce que vraiment, tous les jours, je bouffe 5 heures de news, hein, sur Twitter ou sur des groupes Telegram, etc. Vraiment, les news, je les absorbe, et je suis passé à côté, donc je pense que ça a été très peu relayé. Mais donc voilà, en septembre, on a eu le président du Salvador qui a reçu l'émir du Qatar. Ok. Donc le Salvador, c'est un pays, enfin oui, c'est un joli pays, mais on va dire, une des façades principales du Salvador, c'est le Bitcoin, en réalité. Ensuite, un jet privé du Qatar à Athènes est allé à la Bitcoin de conférence où Michael Saylor a donné un speech pendant 1 heure. Je ne sais pas si vous l'avez regardé ou je ne sais pas si vous avez vu, mais donc Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, donc c'est celui qui a fait le plus gros pari du siècle, hein, enfin de la décennie au moins. En gros, il a fait all-in sur BTC depuis 2-3 ans, et il a donné une conférence là-bas à que des bitcoiners du coup. Et donc on a un jet privé du Qatar qui est allé à cette conférence-là, et ici on a le record de ce jet privé, et juste après, on a le Bitcoin qui pète les 65 000 dollars et qui connaît une impulsion de dingue. Alors je ne pense pas, je me dis, je me calme, mais je ne pense pas
que ce soit simplement un émir du Qatar ou le Qatar qui soit derrière cette forte hausse, mais en tout cas, ce que je prends de cette news-là, c'est qu'on va commencer à avoir un intérêt des pays. Comme on l'a vu hier, mais je pense qu'un des pays, un des gouvernements est en train a accumulé pardon, du Bitcoin à raison de 100 Bitcoins par jour depuis 1 an et demi. Je pense que c'est un gouvernement qui est derrière ça, et je pense que durant ce bull market-là, clairement, il y aura beaucoup d'yeux de gouvernements, c'est plus des institutions, là, on parle encore un autre niveau de gouvernement, qui vont commencer à vouloir accumuler du BTC. Et moi, dans mon scénario de base, c'était que ce bull run-là, ce sera le bull run des institutions, et qu'après on connaîtra toujours un hiver, parce que les arbres ne montent pas au ciel ou aux cieux, les arbres ne montent pas au ciel, mais ça faudra vraiment se le forger dans le crâne, parce que pendant l'année qui va venir, on va avoir que des bonnes news, tout le monde va dire ouais, to the moon, ça c'est différent, c'est différent. Moi, je vais me forcer à ne pas penser comme ça. Parce que pourquoi est-ce que ce serait différent? Je pense qu'on connaîtra quand même un hiver crypto, bien qu'il soit moins violent que ceux d'habitude, il y aura quand même un hiver crypto, et je pense que le cycle d'après, la prochaine impulsion haussière, là ce sera l'impulsion qui sera causée, qui sera due grâce à des gouvernements, ok, qui eux aussi évidemment gèrent limite encore plus d'argent que les institutionnels, quoi. Donc voilà pour cette histoire un peu rigolote. Ensuite, on a un autre tweet assez intéressant ça aussi, qui nous dit Let the race begin, donc que la course, voilà, 3-2-1, partez go, entre Tao et BTC, parce qu'on voit que les prix, donc le Tao il a 633 $ et le BTC il a 63 000 $. Donc en gros c'est quoi l'équation? C'est que 1 BTC est égal à 100 Tao. Donc très intéressant, ça sera intéressant de voir à la fin du bull run cette même équation, 1 BTC vaudra combien de Tao? Évidemment moi je pense que Tao va superformer Bitcoin et de loin. Et moi, ça a toujours été une sorte de target psychologique, une sorte de gut feeling, comment on dit ça, une sorte euh, d'intuition que j'ai eue. En fait, je pense que Tao, durant ce cycle-là, s'il performe bien, et je pense qu'il va bien performer, mais je pense que Tao va tendre vers 0,1 BTC. Je pense pas qu'il dépassera, mais je pense que Tao va tendre vers le prix de 0,1 BTC. C'est pour ça qu'en réalité, j'ai pas vraiment de target en dollars par rapport à Tao, mais si je sais que Tao, par exemple, imaginons dans 6 mois, il va atteindre les 0,1 BTC, donc en gros, un Tao il sera égal à 1 dixième de BTC, donc si on a un BTC à, disons, 140 000 $, ça veut dire qu'un Tao vaudra 14 000 $. Et bah là, plus on tendra vers cette target-là, plus je vendrai agressivement mon bac de Tao. Parce que je pense que je sais pas pourquoi, mais comme je dis, c'est une intuition. Je pense que psychologiquement, les gens, même sans s'en rendre compte, ils vont faire cette équation, ils vont faire cette conversion. Et je pense que c'est compliqué pour Tao de dépasser ce seuil-là. Donc, dans le cas, on arrive vers cette target qui est la mienne hein, pour l'instant, qui est apte à changer, mais pour l'instant, c'est la mienne. Ça voudrait dire que Tao va surperformer de 10 fois, d'un facteur 10, BTC durant le prochain cycle haussier, et je pense que c'est clairement pas tiré par les cheveux, et voilà, ce serait intéressant de revenir dans un an, parce que je reviendrai à la vidéo, je reviendrai à cette stat, c'est intéressant de voir ça, mais ma prédiction pour l'instant, elle est comme ça. Ensuite, on a un autre tweet de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui je trouve, moi c'est clairement comme ça que je pense depuis tout le temps, c'est clairement ma psychologie. En gros, le truc pour make it, voilà, le talent, pas le talent, mais le gros du travail, ce n'est pas d'attraper tous les x10 ou les x20 sur tous les shitcoins, sur tous les petites cryptos qui sont basées sur rien, etc., etc. Parce qu'il y en a tous les jours. Des x10, des x20, il y en a tous les jours sur des shitcoins en ce moment. Demain, ça va être sur de l'HCAP, etc. Franchement, c'est trop dur de vouloir toutes les avoir. Et celui qui va courir derrière toutes les vagues ou derrière tous les trains va tous les rater en fait. Pour moi, c'est un peu, ça rejoint un peu quand tu dis vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Vouloir rattraper tous les trains, c'est n'en avoir aucun. Moi, je pense que c'est un peu le cas. Bon, et du coup, le gros du travail, ça va être de faire des high conviction play. Donc, ça va faire des gros paris, mais peu. Ça va faire peu de très gros paris, voilà, on size. Donc, le but, ça va être de limiter les paris qu'on va faire, mais sur les paris qu'on va faire, ça va être de miser fort. Voilà, là, je l'ai bien dit. La plupart des gens ne le comprennent pas. Je pense que c'est vrai. Et typiquement, moi, c'est comme ça que je pense depuis tout le temps. Et c'est le but de la chaîne. Hein. Et moi, je vous donne mon retour de mon expérience. Et on va tous progresser, on va tous apprendre ensemble, par exemple. Mais moi, c'est comme ça que je pense. Et concrètement, comment ça se représente? Je vais pas essayer de catch tous les mêmes coins. Ou là, c'est la même coin season. Je vais pas vendre mon spot pour acheter les mêmes coins, etc. Moi, j'ai toujours eu très peu de high conviction play, j'ai toujours eu très peu de moves avec beaucoup de conviction. Typiquement, Tao à 50 $, j'ai mis 35% de mon wallet dessus. Pareil, récemment, Cubic, il y a 2 mois, on était sur une bonne zone. Pareil, j'ai vendu un bag que j'avais tenu pendant 1 an et demi, et j'ai mis quand même, à l'époque, je sais pas, ça devait être 10-15% de mon bag dessus. C'est chaud, tu vois, va mettre 10-15% de ton bag sur Trader, etc. Quand j'ai pas un gros bag, mais
on est toujours le gros de quelqu'un et le petit de quelqu'un, mais j'ai un bag quand même assez conséquent. Et je pense que c'est des moves comme ça, concentrés, avec beaucoup de confiance, beaucoup de conviction. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais je pense que c'est ça qui aura le plus de ROI sur le temps. Et clairement aussi, c'est pour vous dire d'éviter le bruit. Mais sur Twitter, moi c'est le cas, donc je pense que c'est le cas sur tout le monde. On a tous les jours des gars qui vont dire ouais bah ça je viens de call 1 x 15. Et la semaine dernière j'avais call 1 x 30. Et là je vous call ça. Et avant j'ai call 1 x 25. Et t'as des comptes comme ça qui te font des calls de partout. Alors déjà, ils ne ripostent que leur bon call, mais il faut savoir que pour un bon call, il y en a vraiment 5 à 10 mauvais calls, parce que là on a un bull run, donc bon, peut-être que le ratio n'est plus le même, mais il y a plus de mauvais calls qu'il y a de bons calls, ok. Deuxièmement, il faut savoir distinguer le mec qui vous dit j'ai fait x15 sur 25% de mon wallet, et le mec qui a fait x15 sur 1% de son wallet, tu vois, c'est vraiment pas pareil. Et la conviction qu'il a fallu avoir, entre guillemets, les couilles, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc le mec qui vous sort 10 plays à x25, ça n'a pas le même poids que le mec voilà, qui a mis un play, mais où il est allé avec size. Donc c'est pour ça, faites attention au bruit que vous allez voir sur Twitter. Durant l'année qui va venir, on va en avoir beaucoup. Le bruit, alors c'est pas mon mot, hein, c'est le mot, il me semble, de Iril, pardon, c'est un autre youtubeur, il me semble que c'est lui qui utilise beaucoup ce mot, et c'est un mot que j'aime bien. Mais voilà, vous allez avoir du bruit sur Twitter, sur tous les réseaux, ou des mecs qui vont vous dire, ouais, j'ai fait un x10 de partout, faites attention. Et faut toujours savoir remettre les choses en perspective. Allez, on passe maintenant sur les news. Pareil, pas mal de news très intéressantes aujourd'hui. On a premièrement FTX. Les clients lésés de l'exchange vont-ils récupérer leur crypto au prix d'attente de la faillite? On a un journaliste qui a pris un screen de je ne sais où, pardon. Et je pense que c'est clairement comme ça que ça va se passer, tout simplement pour payer les frais d'avocat qui sont énormissimes. J'avais vu Elon Musk qui avait partagé une stat sur les avocats aux États-Unis, mais les mecs ils se font des couilles en or, vraiment c'est le mot. Pour FTX, pareil, on avait la stat lorsque ça se passait, mais c'était des centaines de milliers, voire des millions de dollars par jour de frais d'avocat pour gérer la faillite, etc. L'argent, tu le sors d'où, hein? FTX, c'est pas une banque centrale. L'argent, tu le sors de vous et nous, hein, des clients, de l'argent qui reste sur l'exchange, malheureusement, mais c'est vrai. Et du coup, pour payer tout ça et pour se dégager un peu de trésor, un peu de cash, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont rembourser leurs créances, donc ils vont rembourser les clients, mais ils vont les rembourser au prix que c'était au moment de la faillite, donc ça n'a aucun sens, et franchement c'est dégueulasse. Mais typiquement, imaginez, imaginons, il y en a qui avaient des fonds sur FTX, imaginons que tu avais, je sais pas, 10K sur FTX, USDT par exemple, on est un bear market, et bah au moment de la faillite, tu as passé tes 10K USDT en BTC, et du coup tes 10K maintenant ils ont fait, en vrai ils ont fait x4, tu vois, donc c'est devenu 40K, ils vont pas 30-40K, ils vont 30-10K, donc en vrai c'est un peu compliqué, et ça absorbe toute la bonne performance des cryptos depuis le bottom du bear market. Et c'est un peu dégueulasse, et franchement grosse force à tous ceux qui ont perdu de l'argent sur FTX, c'est quelque chose que c'est sûr, j'aimerais pas que ça m'arrive, et malheureusement, même si je prends pas mal de précautions, je n'en prends toujours pas assez, j'en ai conscience, et je sais que pendant le prochain SyncBC, il faudra que je travaille sur moi, parce que là j'ai quand même de l'argent sur des exchanges, j'ai quelques dizaines de milliers de dollars sur des exchanges, on a un bull market, donc il y a moins de chances qu'un exchange fasse faillite, pardon. Mais voilà, je pense que malheureusement, même si je prends pas mal de précautions quand même, tant que je n'aurais pas, voilà, tant que je me serais pas pris une vraie droite dans la tête, je touche du bois, pour l'instant ça m'est jamais arrivé, mais je n'aurais pas bien compris la leçon. Mais voilà, est-ce que c'est pratique? Typiquement, là j'ai des dollars sur un exchange parce que j'attends un launch d'un token et je veux être réactif, je veux aller vite. Et puis moi, même si des trades à droite à gauche, c'est quand même pratique en période de bull run d'avoir des sous disponibles sur un exchange, mais il faut que ce soit une petite partie de son capital, faut clairement pas que ça dépasse un trop gros pourcentage. Voilà pour la leçon, et que je vous dis que je fais un peu gaffe. Ensuite, très intéressant, on a Michael Saylor, on en a parlé tout à l'heure, estime que l'IA et les ETF seront à l'origine d'une ruée vers l'or pour le Bitcoin. Donc c'est de lui bon, après tout le monde en parle aussi, hein. Donc une vraie ruée vers l'or pour le Bitcoin. Et lors d'une table ronde à la conférence Bitcoin Atlantis, donc c'est la conférence, Michael Saylor a affirmé qu'après le lancement des ETF Bitcoin, le Bitcoin est entré dans une période d'adoption industrielle à forte croissance. Donc ça c'est clairement ce que tout le monde dit. Mais les ETF, ça en gros c'était les 18 ans du Bitcoin. Le Bitcoin est sorti de son adolescence, il commence à rentrer dans l'âge mature. À 18 ans, t'es toujours pas un homme, hein, mais tu commences à devenir un homme. T'es considéré comme un homme, et tu commences vraiment à te faire et à te construire. Et je pense que l'image et la comparaison est bonne. Et pour moi, c'est vraiment la même avec les ETF Bitcoin. Et après, lui, c'est ça qui m'a étonné, pardon. Je pense que nous sommes dans l'ère de la ruée vers l'or du Bitcoin. Possible, et franchement je suis d'accord avec lui. En revanche là il m'a étonné, c'est elle a commencé en janvier 2024, ça je suis d'accord, et durera jusqu'en novembre 2034. Pourquoi il met cette date là? Parce que ce sera la date à laquelle 99% des bitcoins seront minés. Pour ceux qui ne savent pas, bon je pense que la majorité le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, l'émission du bitcoin c'est une fonction logarithmique, hein, donc si typiquement on sera à 99% des bitcoins minés en 2034, et le dernier bitcoin miné ce sera dans 100 ans.
vous me suivez, alors que durant les 4 premières années de Bitcoin, on a eu 50% d'émissions. Donc c'est logarithmique. Et donc lui, il dit que voilà, là on a une ère de 10 ans. Pendant 10 ans, on aura une ruée vers l'or, une ruée vers le Bitcoin. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais si c'est le cas, franchement, ça peut être que bullish pour nous, hein. Parce que imaginez que là, ce qu'on va connaître durant cette année et demie, on va vraiment, je pense que c'est vraiment une opportunité, l'opportunité de la décennie, ça pour moi c'est sûr, du siècle peut-être avec l'IA, les cryptos. Franchement, c'est une vraie redistribution de la richesse. C'est l'opportunité pour les gens qui, un petit peu moins, les gens qui sont pas multimillionnaires de base, qui, ouais, des classes moyennes. Il y aura une redistribution parce que s'ils vont faire prendre des meilleures décisions que les autres, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et comme durant la période de la ruée vers l'or, comme dans la période de la révolution industrielle, etc., etc. Et donc je pense qu'on arrive vraiment dans quelle bonne époque pour vivre et pour se construire un patrimoine. Franchement, moi je suis grateful. Et si ça dure 10 ans, bah forcément ça peut être que très bullish pour nous, parce que plus elle dure longtemps, plus l'expansion sera forte, et plus on pourra s'en mettre les poches, clairement. Donc il y aura forcément des mini-cycles parmi ce gros cycle de 10 ans, mais après, est-ce que c'est possible qu'une ruée vers l'or dure 10 ans? Euh, Franchement possible, hein, franchement possible. Pourquoi pas? Et est-ce que j'ai surligné d'autres choses? Oui. Michael Saylor pense que toutes les banques finiront par être contraintes de conserver des bitcoins parce que les plus gros clients l'exigent. Vous allez voir la résistance baisser. Alors ça c'est clair et net. Je pense que vous alliez voir il y a 3-4 ans n'importe quel mec qui a un peu réussi sa vie, qui a un peu d'argent, il va acheter du bitcoin, le mec il te regardait archi mal, voilà, il te mettait une gifle, parce qu'on avait vraiment une image qui était très mauvaise de la crypto-monnaie. Je pense que dans 2, 3, 4 ans, ça va vraiment changer. Simplement tout con, hein, mais là aujourd'hui, on a des affiches de buy Bitcoin sur Wall Street, on a des BlackRock qui sont les plus gros supporters de BTC, etc. Donc forcément, ça c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est des gens. BlackRock est respecté par tout le monde, donc BlackRock dit ah, donc c'est tout le monde là qui se font influencer par BlackRock, ils vont dire ah ok, ah c'est intéressant, tu vois, c'est un argument d'autorité. Et ça va clairement changer, et du coup ça va apporter une forte demande. Aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, on l'a déjà vu dans une quotidienne, hein, mais ceux qui ont de l'argent, c'est les boomers, c'est pas vous et moi, c'est pas les jeunes. Et les boomers, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient archi contre les crypto-monnaies. Dans 4-5 ans, ça va changer, et ces mecs-là voudront acheter des cryptos pour leurs enfants, voudront acheter des cryptos pour leur retraite, etc. Et encore plus, peut-être dans 10 ans, quand on aura un transfert de patrimoine entre les boomers et leurs enfants, qui ont aujourd'hui, on va dire, dans la trentaine, et bah eux, ils seront beaucoup plus aptes à investir dans la crypto-monnaie. Donc voilà tout le raisonnement derrière le fait de dire on entre dans dans l'âge adulte du BTC, et on entre dans une des plus grosses opportunités financières ever, et clairement je suis complètement d'accord. Ensuite il dit une autre prédiction, il y aura un jour où le Bitcoin dépassera l'or, et s'échangera plus que les ETF de l'S&P 500. Putain, alors ça c'est vraiment bullish comme news, je pense pas, enfin franchement tout de suite, alors que le Bitcoin dépasse l'or, je pense, pourquoi pas. Franchement peut-être vraiment le long terme, peut-être sur 10 ans, 10, 15, 20 ans, ou en tout cas que ça rivalise, oui, franchement, pourquoi pas. Alors ensuite, maintenant qu'il y a des volumes plus que le S&P, ça je ne pense pas, mais bon, qui est le plus grand visionnaire entre moi et Michael Saylor? Clairement, il a plus de bagages que moi, donc faut plus l'écouter lui que moi, hein. Le premier ETF sur l'or a mis 2 ans pour accomplir ce que cet ETF Bitcoin a fait en 2 mois. Alors ça, pareil, c'est une stat qui est absolument ahurissante. On a le TF Spot BTC juste de BlackRock, donc c'est le plus gros, mais c'est juste de BlackRock, qui a cumulé pour 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion en seulement 2 mois. Donc c'est une performance de dingue. Et si on retransmet cette performance à l'époque où l'ETF Gold a été accepté, et ben cette même ETF Gold a mis 2 ans à atteindre ce chiffre. Alors, j'ai pas la stat ici, vous l'avez pas mise, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu, je la passerai demain au pire. Mais c'est la stat, c'est le graphique simplement du prix de l'or lorsque l'ETF a été accepté. Et imaginons, si on retransmet le graphe ici, l'ETF Gold il a été accepté ici, et après en quelques années, l'or a fait x4. Donc imaginez, il a fait x4, et nous on a fait sa même performance en 2 mois. Donc franchement pour le Bitcoin, honnêtement c'est archi bullish, j'ai pas envie de vendre du rêve ou quoi, mais là franchement les stats, moi j'aime bien les chiffres, et là les chiffres sont vraiment extrêmement bullish pour ce qui nous attend. Allez, je vais accélérer un peu, putain ça fait déjà 20 minutes. Bordel, pour une quotidienne c'est un peu long. Ça en vrai je vais me répéter, donc c'est pas très grave. Voilà. Là, on arrive sur le graphique du BTC, où ce matin, il était clairement sous extra, et il pousse, donc ça fait plaisir. Le RSI Weekly, je vais vous le passer après, mais tout simplement, on a combien de pourcentage de l'ATH? L'ATH, il est autour de 69 000 $, on n'est plus qu'à 6% de l'ATH, c'est vraiment rien, hein. Regardez là, en 3 jours, on a bouffé... Hop. En 3 jours, on a pris 20%. Donc là, on n'est plus qu'à 5-6%. Ça peut arriver demain, après-demain, ça peut vraiment arriver dès maintenant. On est vraiment plus très loin. Et je pense qu'on écrit déjà ce pré-bull run là,
et il est déjà très particulier, et c'est sûr, c'est clair et net, que si on tape un ATH avant le halving, bah, ce sera la première fois que ça arrivera, et ce bull run sera encore plus dans l'histoire, hein. Ce sera une nouvelle page qui va être tournée, et ça va être quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que personne ne connaît, on n'a pas les datas du passé pour pouvoir s'appuyer dessus. Là, on va tous avancer à l'aveugle, et ça va être quelque chose qui va être, voilà, en fait, c'est clairement du jamais vu. Alors maintenant, quand on prend un peu plus de hauteur et qu'on passe du BTC en weekly, bah déjà, quelle tendance haussière, en vrai, en weekly, depuis tout le bottom, hein, tout con, mais toujours des bas de plus en plus hauts, etc. Hop, on pump bull flag, on pump bull flag, on pump correction, on pump bull flag, on pump. Donc franchement, on n'a jamais eu une grosse correction de 50% comme on a pu avoir l'habitude de le voir par le passé sur le BTC. Est-ce que ça va arriver? Peut-être. On va essayer de trouver le moment où ça va arriver. Niveau RSI, on est clairement en surchauffe. Parce que là, on a un RSI en weekly, donc là, le RSI, il est intéressant à analyser. Alors, lorsque le RSI est en surchauffe, c'est là où les plus gros gains sont faits, parce que ça démontre une euphorie du marché, et c'est là où quand le marché est euphorique, qu'on a les plus gros gains. Malheureusement, on est un peu trop en avance pour moi, c'est chiant. Je préférais être à ce moment-là, typiquement en septembre. Là, tu me mets à ce moment-là en septembre, et c'est parfait. Donc, en vrai, graphiquement, est-ce qu'on a beaucoup de chances d'aller taper un ATH? Moi, je pense que oui, bientôt là. Parce qu'encore une fois, on n'est plus qu'à 6% de l'ATH. Est-ce qu'on tape un ATH avant le halving? En vrai, c'est fortement probable hein, maintenant. Donc, et est-ce qu'il y a une correction? La fameuse correction que tout le monde attend, elle est aussi très probable. Donc, je pense que si on vient taper un ATH, typiquement pour une manipulation de marché, pour les whales, les institutionnels, etc., c'est clairement un scénario parfait. Parce que si tu tapes un ATH, pour ça, encore une fois, j'en parle souvent, mais tu peux clairement faire une grosse distribution de week-off, où en gros ici tu vas trouver la contrepartie, et lorsqu'on va taper un ATH, tu auras toutes les mains faibles qui vont acheter du BTC en se disant ok, on road tout 100K, c'est parti, le bull run il est là. Mais sauf que quand tu as une main forte, hein, le composite man dans la théorie de week-off, c'est là où tu vas trouver toute ta contrepartie, et c'est là où tu vas vendre tout ce que tu as accumulé durant ici. Et en faisant ça, tu vas faire corriger le prix au niveau des 50, pourquoi pas même au niveau des 42, 45 000 $. Et là, on a une sorte de mini-hiver crypto pendant 1 ou 2 mois. Et ensuite, re-accumulation de week-off avec la smart money qui accumule. Et ensuite, on part en bull run. Et là, on est un peu plus dans les temps avec le halving, avec tous les nouveaux retail. Et on part pour un joli cycle aussi de 1 an où là, on fait du non-stop, du touch-ous. Donc pourquoi pas. En vrai, si je devais donner un scénario favori, je donnerais celui-là. Parce que le RSI en weekly me semble d'être trop en avance, trop en surachat pour qu'on parte d'ores et déjà en bull run, en phase d'euphorie totale. Du coup, voilà mon scénario favori. Ensuite, on a Tao, on a parlé avec le ratio des 1 dixième. On a Tao qui est pas mal, on est aux alentours de 660 $. Mon plan est toujours le même. J'attends un Tao en vrai entre 800 et 1000 $ parce que lorsque le Tao est en 650 $ et un Tao à 900 $, moi mon wallet il a clairement pas la même gueule. Donc j'ai déjà allégé 4 ou 5% de mes Tao. Donc j'ai presque pris toute ma mise de départ, pas encore mais presque. Je me suis mis un peu de cash encore une fois. J'attends un cas de retracement, etc. Donc j'ai pris un petit peu de liquidité par rapport à la taille de mon wallet. Et dans le cas où on a un Tao au-dessus de 800 $, je pense que je vais encore décharger entre 5 et 6%, pas plus. Je sais ce que je hold, je sais que Tao, enfin clairement ça vaut de l'or. J'ai fait un bon move en ayant acheté Tao tôt, et je veux pas gâcher le bon move que j'ai fait. Donc je vais pas vendre plus de 10% de mes Tao. Voilà. Donc, mais j'attends qu'il soit dans cette zone-là pour décharger un petit peu plus. Et niveau stochastique RSI, niveau RSI daily, on a un peu de mou. Et s'il y a un tout petit peu de liquidité du Bitcoin qui va aller vers les altcoins, clairement Tao, je pense qu'il va répondre présent, et c'est ce que j'attends. Et ensuite, aussi, autre crypto extrêmement importante, c'est ETH. ETH, clairement, regardez, on a un magnifique pump. On n'a jamais retracé, hein, clairement, depuis les personnes, peu de monde en parle, mais depuis les 2300 $ à 3500, c'est vraiment une grosse impulsion haussière. On n'a jamais retracé. Et pour moi, le graphique nous dit que c'est clairement l'ETF ETH qui est en train de se pricer de 1, et de 2, ETH est en retard par rapport à BTC. BTC n'est plus qu'à 6% de son ATH. ETH est à peut-être cinquantaine de pourcents, quarantaine de pourcents de son ATH. Donc, c'est simplement parce qu'on est encore en Bitcoin season, en vrai de vrai. Hein. On n'a pas une autre alt season, et je pense que le moment venu, ETH rattrapera son retard. Et lorsqu'il le fera ça, ceux qui seront passés sur les altcoins comme moi, ce sera vraiment là notre heure de gloire. Du coup, écoutez, merci pour votre attention. Vidéo un peu longue, j'ai parlé un peu dans le futur, un peu vraiment long terme, la vision d'autres personnes, pas mal parlé du Bitcoin, etc. etc. Donc je pense que c'était quand même très intéressant, et ça valait le coup de faire une vidéo qui dure 25 minutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi, et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une autre quotidienne. Ciao, ciao.